Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, environ un adolescent sur 6 s'est déjà scarifié. Comment expliquer ce comportement? Comment aider les jeunes? On en parle avec Adrien Cascarino, il est l'invité du Grand Oral. L'anti-sèche de Guillaume Buand. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Programme de sciences aujourd'hui, et l'actu, c'est l'ouverture d'une nouvelle exposition permanente à la Cité des Sciences de Paris. Elle est consacrée à la conquête spatiale. Et puis rendez-vous en fin de semaine, comme chaque semaine, avec Candy Sanzel, au programme de son conseil de famille aujourd'hui, comment gérer les petits et les gros mensonges des enfants. Vous allez voir, c'est super facile. Non, ça c'est un mensonge par exemple. Allez, la quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Adrien Cascarino, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous êtes psychologue clinicien, vous avez surtout travaillé avec des adolescents et vous publiez aux éditions RS Scarification, sous-titre L'adolescent, les parents et les soignants face à l'insupportable. Et je veux bien qu'on parte de ce mot, insupportable. Les parents et les soignants que vous citez dans l'ouvrage décrivent des émotions très fortes, de colère, de culpabilité, et elles sont ces réactions au cœur de votre approche et au cœur de votre travail. Tout à fait. En fait, je me suis rendu compte qu'on parlait beaucoup des adolescents qui se scarifient, mais pas forcément de ce que ça produisait sur l'entourage. Donc à la fois les parents, ça on en parle un peu, mais les soignants, c'est-à-dire les psychologues cliniciens, les infirmiers en psychiatrie, les psychiatres, on n'en parlait pas beaucoup. Alors que souvent, c'était une pratique qui provoquait beaucoup d'émotions et des fois des réactions parfois disproportionnées d'agressivité, de culpabilité, d'impuissance. Et du coup, c'est ça que j'ai voulu étudier dans ce livre. Et ça, on va y revenir parce que ce sont des attitudes, quand vous les décrivez, alors il ou elle en parle avec beaucoup d'humilité d'ailleurs, pour les regretter le plus souvent, mais on se dit, ça active des choses absolument terribles. Ces pratiques de scarification, vous les rencontrez comme professionnels, mais elles font écho à votre adolescence. C'est pour ça que vous y êtes intéressé? Oui, tout à fait. En fait, quand j'étais adolescent, j'avais beaucoup d'amis qui se scarifiaient, et j'ai découvert ça un peu par hasard, et en étant à la fois horrifié, et puis en même temps aussi un peu curieux à l'adolescence, de dire pourquoi est-ce qu'ils font ça, qu'est-ce qui se passe, et du coup de les écouter, et eux de me raconter. Donc il y avait souvent une souffrance, mais aussi des fois ils écrivaient des poèmes par rapport à ça, ils avaient une pratique qui pouvait être un peu ritualisée, avec des objets. Et vous dites, ça me perturbe et ça me fascine en même temps. Exactement. Que du coup il y avait un truc de l'ordre de mais pourquoi ils font ça, qu'est-ce qui se passe? Donc moi je me suis jamais scarifié moi-même, mais je pense que j'y ai pensé à un moment, et du coup j'avais envie d'essayer de mieux comprendre ça, et en devenant psychologue clinicien, j'ai aussi vu des adolescents qui se scarifiaient, et ce qui m'a marqué, c'est que du coup dans mon cabinet, les adolescents me parlaient plus du tout de la même manière qu'en tant qu'amis. Et ça a été aussi un des fils de l'ouvrage, de dire, en fait, selon la position à laquelle on a, on vous raconte pas la même histoire. Ils disent pas la même chose et ne se positionnent pas pareil. On dit les adolescents, on pourrait dire les adolescentes, en tout cas dans la manière dont cette question des scarifications apparaît dans la littérature médicale dans les années 60, c'est une pratique féminine, et il y a une représentation, vous la décrivez, je cite, de l'automutilatrice typique, qui est portée uniquement par des psychiatres, eux, qui sont des bons mâles américains, puisque ça se passe aux États-Unis, et je cite, des femmes jeunes, séduisantes, intelligentes, parfois même talentueuses, socialement adaptées à la surface. On fabrique l'image de la patiente. Exactement. Et du coup, alors que, en fait, quand on regarde un peu la littérature maintenant statistique, il y a à peu près 2/3 des femmes qui se scarifient pour 1/3 d'hommes. Donc il y a plus. C'est majoritaire, mais c'est pas écrasant. Quoi. Exactement. Ouais. C'est pas écrassant. Et la manière dont c'est décrit dans les années 60, c'est vraiment décrit comme quelque chose d'écrasant, avec l'image de l'hystérie. La femme hystérique est intelligente, mais qui est débordée par ses émotions, et dont il y a tout un vocabulaire un peu éducatif des psychiatres de cette époque, mais qu'on retrouve encore, alors un peu moins, mais encore maintenant, il faut éduquer les patients et les patientes surtout pour qu'elles prennent soin de leur corps et qu'elles arrivent à mieux exprimer leurs émotions d'une manière plus socialement acceptée. Alors évidemment, on essaie de comprendre le pourquoi, et la référence à la notion de traumatisme, dites-vous, est omniprésente dans les explications. Ouais. C'est souvent, alors du coup, il y a souvent eu l'idée de dire les personnes qui se scarifient, c'est parce qu'il y a eu un traumatisme dans l'enfance. L'exemple le plus typique, c'est déjà il y a eu un abus sexuel, et du coup il y a eu une atteinte au corps qui est répétée, soit juste dans une répétition classique traumatique, soit dans l'idée de maîtriser son corps ou de devenir l'agresseur, ou voilà, quelque chose comme ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de corrélation, il y a en effet une corrélation importante entre scarification et abus sexuel. C'est pas très clair si c'est vraiment un lien ou c'est juste, on va dire, des corrélations qui ne sont pas des causations. Et l'autre truc pour moi qui m'a beaucoup intéressé, c'est que quand on creuse, il y a beaucoup de gens qui disent, en fait, le fait que des adolescents se scarifient après un abus sexuel, c'est souvent aussi beaucoup lié au fait que le récit de l'abus sexuel n'a pas été entendu par l'entourage. C'est-à-dire, l'adolescente a dit, il m'est arrivé ça, tout le monde s'est bouché les oreilles, l'adolescente s'est scarifiée,
Et là, les gens se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est une façon de dire quelque chose, c'est une façon de dire quelque chose à l'entourage, ça n'est pas que ça, mais c'est beaucoup ça. Et vous dites que ces scarifications portent l'espoir d'une communication parfaite, hors du langage, où l'entourage n'aurait qu'à voir le corps de l'adolescent, de l'adolescente, pour comprendre et potentiellement soigner sa souffrance. Donc je me scarifie. Et après, magiquement, papa, maman, le psy sont censés piger qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est ça. Et du coup, ils sont censés savoir potentiellement qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça aille. Et me soigner. Voilà. Ouais, alors, me soulager en tout cas. C'est ça. Toutes les scarifications ne sont pas adressées. Il y a aussi des adolescents qui se scarifient tout seuls dans leur chambre par un peu soit une expérimentation corporelle, soit la volonté de tester quelque chose pour les sensations que ça procure en termes d'endorphine. Mais il y a aussi des adolescents qui le font vraiment avec une adresse claire et avec cette idée de se dire moi, je ne sais pas trop ce qui ne va pas. Je sens que je suis en souffrance, mais du coup, si j'arrive un peu à un moment à attirer l'attention. Voilà, attirer l'attention, et puis du coup, les gens qui vont voir ça, peut-être qu'ils vont comprendre ce qui m'arrive. Et quand j'en parle, les gens écoutent moins bien, peut-être. Et donc, quand je me scarifie, je vois que les gens sont plus attentifs. Parce que dans les entretiens, dites-vous, que vous avez effectués avec les parents, vous remarquez qu'ils gardent aussi une image assez infantile de leurs adolescents. Ouais. Et en fait, ils les croient encore des petits-enfants et qui ne sont pas en phase d'eux. Donc on peut faire cette hypothèse, vous ne l'écrivez pas comme ça, c'est moi qui le dis, mais que ces enfants ont essayé de dire des choses, ces adolescents ont essayé de dire des trucs, ça n'a pas vraiment été compris, donc à un moment, ils passent la vitesse supérieure. Quoi. Ouais. Ça, moi, j'ai même pu le voir en tant que psychologue clinicien avec une patiente que je suivais, qui du coup pour moi était en effet quelqu'un qui était un peu perdu, qui avait du mal à s'exprimer, et je pense que j'avais une image très infantile d'elle, et le fait qu'elle se scarifie et qu'elle le montre, ça a changé moi l'image que j'avais d'elle. Donc des fois, ça peut être utilisé comme ça, et en effet, il y a des parents qui vont dire elle a encore une peau de bébé, donc elle ne peut pas faire ça. Donc il y a à la fois le fait de dire je ne suis plus un enfant et je devais être considéré différemment, et c'est une pratique qui marche plutôt bien, même si elle est extrême pour ça. Et il y a aussi des parents qui vont dire moi je comprends tout de ma fille, mais ça je comprends pas. Oui, c'est ça. Et chez les soignants, il y a aussi l'idée que la patiente cherche à manipuler. Et donc ça, c'est répréhensible, c'est pas bien. Exactement. Et en fait, les premières études sur les scarifications, donc c'est soit fait par des psychiatres qui voient que c'est des pratiques qui arrivent dans un hôpital psychiatrique, et c'est aussi fait dans l'armée de psychiatres qui se disent, tiens, quand il y a une automutilation, alors qu'ils sont plus là, des choses un peu plus sévères, mais de se dire, est-ce que la personne, elle fait ça parce qu'elle est vraiment en souffrance, ou est-ce qu'elle fait ça pour pas être, pour être impropre au service, c'est-à-dire ne plus faire ça. Et du coup, dans le code militaire, il y a le fait de dire, quand il y a une automutilation, il faut évaluer si c'est une simulation de souffrance, et donc ça doit être puni, ou si c'est une vraie souffrance, donc ça ne va pas être puni. Dans quel cas il faut soigner. Et ça continue. Et ça continue aujourd'hui encore. Dans les réactions des soignantes et des soignants, vous dites que l'incapacité à soulager la détresse du patient et à l'empêcher surtout de se scarifier renvoie un sentiment d'impuissance et d'insuffisance. Est-ce que les scarifications ont quelque chose de particulier de ce point de vue-là ? Parce que cette incapacité à soulager la détresse du patient, elle existe pour plein de problèmes, et pas seulement pour les scarifications. Ouais, je pense que ce qui est particulier pour les scarifications, c'est qu'il y a quelqu'un qui blesse son corps. On va dire qu'il ne le blesse pas suffisamment pour qu'il y ait une atteinte vitale. Parce que par exemple, quand il y a un suicide, je pense que, du coup, il y a la question de est-ce que j'interviens ou pas, elle est assez simple à répondre, une tentative de suicide en tout cas. Mais pour les scarifications, du coup, ça met les soignants face à quelqu'un qui dit, en fait, quand je vous parle, je vais pas mieux, mais quand je me scarifie, mon angoisse, elle s'appelle. Et donc, du coup, en tant que soignant, ça veut dire quoi soigner quelqu'un comme ça, qui dit, en fait, ce qui me fait du bien, c'est ça. C'est ça, mais ça peut pas être dit d'autres pratiques addictives. Ça peut être dit tout à fait d'autres pratiques addictives. Et donc, je pense qu'en effet, la question de la scarification, il y a aussi le fait de, et pour les infirmiers en psychiatrie, ils le disent très bien, ils disent, moi, mon rôle, c'est quand même, j'ai été formé pour préserver l'intégrité physique du patient, et c'est ça qui est mis à mal. Et les soignants et les parents vont dire, les petits bobos, c'est ça qu'on doit empêcher quand on est parent, et là, du coup, c'est eux qui se les font. On va en parler dans quelques instants, des infirmières et des infirmiers psychiatriques qui ont une façon très particulière de décrire tous ces phénomènes, avec Adrien Cascarino, psychologue clinicien qui publie aux éditions RS. Scarification, l'adolescent, les parents et les soignants face à l'insupportable. Je précise que vous conduisez aussi des supervisions de groupe avec des professionnels de santé mentale et que vous enseignez à la fois à l'ESSEC et au Forward College. On se retrouve juste après l'Anti-Sèche, Guillaume Buron. L'Anti-Sèche, c'est notre rendez-vous entre l'actualité et des programmes scolaires, programme de sciences aujourd'hui. Et l'actualité, c'est l'approche des fêtes de fin d'année et une idée de sortie à faire en famille, direction l'espace et tous ses mystères via la Cité des sciences et de l'industrie de Paris qui ouvre une nouvelle exposition permanente, Guillaume. Tout à fait. Je vais commencer avec cette phrase du président d'Univers Science, Bruno Macquart. Dans notre imaginaire, l'espace est à la fois un terrain d'aventure extraordinaire et une contrée hostile qui nous renvoie à nos limites physique. Alors si ça attise votre curiosité, sachez que cette exposition elle est accessible dès le plus jeune âge et je vous propose justement de regarder ce qui vous attend.
Alors l'exposition Mission Spatiale, en fait, c'est comment on va aller dans l'espace demain, mais comment aussi on y est aujourd'hui. Elle propose justement à chacun d'entre nous d'entrer dans la peau d'un spationaute. Alors le parcours est structuré en 5 parties. Première partie, explorer. Oui, l'exploration spatiale qu'on peut associer assez facilement aux robots. On va s'intéresser justement dans cette première partie à tous les robots, à tous ces objets en fait qui vont dans l'espace, là où l'humain ne peut tout simplement pas aller. De Vénus Express à la sonde Cassini, en passant par JUICE ou encore le rover Perseverance, plus récemment, tous ont été conçus dans des laboratoires pour un but précis. C'est ce que vous allez justement découvrir, la collecte d'images, la collecte de sons, la collecte aussi, on le sait, de matériaux ou encore d'autres roches, notamment sur place, qui ont pour objectif d'être examinées lors de leur retour sur Terre. Donc ça, c'est cette première partie. Deuxième partie, voyager. Oui, là, il faut tout simplement partir dans l'espace. Et là, on s'habille. Et là, vous allez endosser effectivement la tenue du spationaute. Vraiment, le rêve d'une vie. Extrêmement pédagogique, cette expo, je vous la conseille. Vraiment, vous allez être membre d'une équipe de scientifiques. Vous allez réaliser un forage sur Europe. Alors, Europe, c'est pas vraiment là où nous sommes. C'est en fait l'une des lunes de Jupiter, qui est situé à 628 millions de kilomètres de la Terre. Ça marchera mieux dans ce sens-là. C'est un spectacle vraiment immersif qui vous est proposé avec le décollage, l'atterrissage. Là aussi, vous allez vous extraire en fait et vous allez commencer à gratter et à voir ce que vous allez découvrir sur cette petite lune qui est Europe. Vous allez aussi découvrir plusieurs maquettes. Ariane 6 aussi est à découvrir pour compléter cette petite expérience. La troisième étape, c'est transiter. On l'a vu d'ailleurs dans la bande-annonce de l'exposition. Ouais, les premiers pas sur la Lune en 1969. Celle-ci a été quelque peu délaissée. Pourtant, oui, elle revient au premier plan dans nos ambitions. La troisième partie, justement, elle a pour but d'évoquer le programme Artemis. Ce projet de quitter la Terre pour aller justement sur la Lune, qui est piloté, on rappelle, par la NASA, mais aussi par l'ESA, l'Agence spatiale européenne, et qui a permis fin 2022 d'envoyer un nouveau lanceur justement du côté d'Orion, un vaisseau qui a réussi son premier voyage sans équipage une nouvelle fois autour de la Lune et qui est revenu sans incidence sur la Terre à découvrir. Quatrième étape, séjourner. Après la Lune, justement, l'objectif, on le rappelle, c'est Mars. On sait qu'un certain Elon Musk aimerait notamment qu'on aille là-bas. Est-ce que ce sera le cas ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a plusieurs agences, 24 pour être précis, qui travaillent justement sur cela. Donc vous allez découvrir peut-être les futurs abris de demain, ce qui nous attend tout simplement, avec un différent jeu là aussi. Et puis la dernière partie, c'est questionner pour la dernière partie publique qui va prendre un peu plus de distance. Là aussi, différents dispositifs sociologiques, pédagogiques, des astrophysiciens, géopolitiques. Là, c'est un peu plus pointilleux, mais voilà. Des jeux, des conférences, pas mal d'animations. 13 € pour les adultes, 10 € pour les moins de 25. Et sinon, vous comptez 12 € également pour les mobilités durables. Et sinon, c'est gratuit pour les moins de 2 ans. C'est pour les trottinettes. C'est quand on vient en... Oui, parce que certains vont peut-être venir. Ils nous encouragent. Effectivement. Okay. Ouais. Et vous allez sur le site tout simplement de la Cité des Sciences et de l'Espace pour découvrir tout cela. Eh bien, génial. Merci pour cette prévisite, Guillaume. Direction tous la Cité des Sciences et de l'Industrie. Comment diminuer la prévalence des scarifications sans pour autant tomber dans des logiques punitives qui risqueraient d'augmenter la souffrance psychique des patients? Adrien Cascarino, psychologue clinicien qui publie Scarification, l'adolescent, les parents et les soignants face à l'insupportable. On le retrouve, c'est la suite du Grand Oral. Adrien Cascarino, il y a ces réactions violentes des soignants et des soignantes qui eux-mêmes sont confrontés aux scarifications. Et alors notamment, il y a un moment du bouquin où vous dites, un certain nombre d'entre elles ou d'entre eux, quand ils veulent décrire l'ado qui se scarifie, quand ils le font notamment devant le médecin, ils font le geste. Ouais, ça c'est très fréquent et ça on le retrouve chez les soignants, chez les parents. Quand les gens y parlent, ils disent « Ah oui, c'est scarifié ». C'est ça. Et ils vont faire ça. Parce que ça revient à cette idée d'un langage qui ne permettrait pas d'exprimer vraiment, comme si dire il s'est scarifié, ce n'est pas suffisant et qu'il faudrait montrer le geste. Et en effet, j'ai aussi interrogé du coup des infirmiers qui racontaient, ils nous disaient oui, je me rappelle, cette adolescente, je rentre dans sa chambre, elle est à tel endroit, il y a les bras qui sont en sang, il y a l'objet qui est là. Du coup, je demandais ça, c'était il y a combien de temps? Ils disaient c'était il y a 10 ans. Et c'était il y a 10 ans, et ils ont en tête vraiment l'image, la scène qui reste gravée. Ça s'est imprimé. Il y a l'ado qui dit à travers ses pratiques, j'ai grandi, et vous, alors vous, parents, enseignants, soignants, etc., vous vous en rendez pas compte. Il y a aussi celui ou celle qui se pose en victime. Ça sert à rien de l'engueuler. L'adolescente qui se scarifie, c'est pas de sa faute, elle est victime de son acte, c'est plus fort qu'elle, c'est Charlotte. Alors j'imagine que vous avez changé les prénoms. En tout cas, une patiente qui parle en ces termes dans le bouquin.
Ouais. En fait, il y a un... Alors, pour moi, un des trucs très très importants sur la question à laquelle je réponds un peu dans ce bouquin, mais qui n'est pas le sujet principal, qui est pourquoi les adolescents se scarifient. En fait, ce qui est très important, c'est qu'il y a beaucoup de raisons selon les adolescents, et surtout ça change au fur et à mesure du temps. Et la manière dont les adolescents en parlent dépend aussi de ce qu'ils perçoivent ou anticipent de ce que pense leur interlocuteur. Du coup, il y a beaucoup d'adolescents qui vont dire « c'est plus fort que moi », parce qu'ils savent que s'ils disent « je le fais parce que j'ai choisi », il peut y avoir des mesures de rétorsion, où ça peut générer de l'agressivité ou de l'impuissance, ça va être plus difficile à supporter par l'entourage. Et donc, du coup, il y a aussi des adolescents qui vont dire « voilà, c'est pas sa faute ». Et donc, on a aussi par rapport à ça le modèle de l'addiction, de dire « c'est une addiction ». Alors, ça peut être le cas, mais moi, ce que j'ai pu constater, c'est que souvent, c'est mis en avant parce que l'intérêt de l'addiction, c'est que personne n'est vraiment responsable. L'adolescent, il ne peut pas s'en empêcher. Les soignants, c'est pas la faute de l'adolescent, c'est pas leur faute aussi. C'est qu'il y a un modèle un peu biologique. Donc, on va tous être ensemble contre la maladie, qui serait la scarification. Bon, ceci étant, c'est pas un roman policier non plus, votre bouquin. Hein, le responsable ou le coupable, en tout cas, on le trouve pas vraiment. Il y a plein d'hypothèses. Non, c'est ça. Sur ce qui fait que ces affects tout à fait insupportables apparaissent. Il y a l'adolescent, les soignants qui veulent trop contrôler le corps de l'ado ou l'ado tout court, les parents pareils. En fait, chaque histoire est singulière. Chaque histoire est singulière. Et ce qui est intéressant, c'est surtout de se dire la manière dont on va penser les scarifications et dont on va théoriser, ça dépend de ce qu'on ressent nous-mêmes et de la manière dont on a envie d'intervenir ou pas. Et donc, par exemple, il y a des soignants qui vont dire cette adolescente, elle a fait exprès de se scarifier et c'est pour ça que je me suis énervé. Ou à l'inverse, cette adolescente... Ça justifie l'énervement Et ça justifie l'énervement. Ouais. Voilà. Ou cette adolescente, elle s'est scarifiée parce que moi, j'ai pas dit le bon mot à tel moment ou parce que j'ai dit ça, donc je suis responsable. Mais ça veut dire qu'aussi, si j'arrive à trouver un autre mot ou à dire autre chose, elle va arrêter. Et ça, les parents, ils peuvent le dire aussi, de dire... Et c'est un peu se dire, j'ai perdu la bataille, mais ça veut dire que plus tard, je pourrais gagner la guerre. Il y a aussi une façon de ne pas perdre la bataille ni la guerre, c'est d'être dans le déni. Vous dites que plusieurs parents avec lesquels vous avez effectué des entretiens vous ont raconté que dans un premier temps, en tout cas, ils ont été dans un déni de la vision des scarifications. C'est-à-dire qu'en fait, ils les avaient vaguement sous les yeux quand même et ils ne comprenaient pas. Non, et ils faisaient comme si ça n'existait pas. C'est ça. Et du coup, alors... Après, ça pose la question un peu générale de du coup, comment est-ce qu'on fait pour réagir en tant que parent et peut-être en tant que soignant quand on a un adolescent qui se scarifie. Et là-dessus, j'ai trouvé un peu une sorte de métaphore alors qui vaut ce qu'elle vaut. Mais c'est dire si vous avez par exemple un adolescent qui s'alcoolise, s'il commence à boire de l'alcool à la maison devant vous, qui rentre totalement ivre et que vous ne faites rien, c'est un peu étrange. Du coup, l'adolescent il vaut mieux boire un coup avec lui. Il vaut mieux lui dire de ne pas boire. Pardon. Exactement. Ou en tout cas en parler, c'est de savoir ce qui se passe. Mais voilà. Et du coup, si on ne fait rien, pareil. Donc c'est la même chose. Si un adolescent a des marques de scarification et qu'on ne fait rien, c'est un peu étrange. Voilà. L'adolescent va se dire, tiens, il ne se préoccupe pas de moi, machin. Même s'il ne l'a pas forcément fait pour que ce soit vu. Mais s'il voit ses parents qui font rien, il dit, c'est bizarre. Après, si à l'inverse, vous vous dites, ah là là, c'est horrible, il s'est alcoolisé, il faut absolument que j'empêche ça. Et qu'à chaque fois qu'il part en soirée, quand il revient, vous le faites passer un alcotest et que vous lui demandez de sentir son haleine et que vous vérifiez tout, c'est un peu extrême aussi. Et donc, du coup, il y a l'idée d'essayer d'empêcher tout en acceptant qu'on ne pourra pas forcément tout contrôler et que ça arrivera peut-être quand même. Et que... mais l'exemple que vous prenez est intéressant sur l'alcoolisation. Je pense que ça peut marcher aussi avec des addictions, avec la consommation de produits stupéfiants ou que sais-je. Parce que tout ça, ce sont quand même des pratiques qui obligent à réagir et qui obligent à réagir assez vite malgré tout, notamment les scarifications. On ne peut pas rester inerte, on ne peut pas dire... C'est ça. On ne peut pas... On va aller chercher la cause enfouie pendant 10 ans. Allongez-vous, jeune fille, allongez-vous, jeune. Enfin, il faut quand même qu'il se passe un truc. Ouais, il faut réagir. Et en même temps, ça pose la question, quelque part, de la scarification de à qui appartient le corps de l'adolescent. Et qu'est-ce qu'il a le droit d'en faire. Et c'est là où, du coup, il faut réagir. C'est une évidence, mais du coup, c'est quoi la réaction? Et c'est moins évident. Et notamment, en hôpital psychiatrique, moi, j'ai pu voir vraiment des soignants qui se posaient la question d'attacher des patients pendant la nuit, parce que sinon, ils arrivaient, soit ils se grattaient avec les ongles, soit ils se scarifiaient, et du coup, c'était une discussion qui n'était jamais évidente à avoir, jusqu'où on va dans la contrainte. Dans la contention. Sachant que les soignants, vous le dites, ou les parents, quand ils apprennent qu'un adolescent ou une adolescente s'est scarifiée, une des premières réactions attendues, c'est de récupérer l'objet, avec laquelle, c'est à la fois plein de bon sens et parfaitement vain.
Oui, en effet, parce que les adolescents, ils trouvent toujours des... Voilà, ils en trouveront un autre. Bon. Une des clés pour essayer de résoudre le problème, vous dites que c'est de passer d'une remise en question individuelle à un questionnement collectif. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire que du coup, les soignants, en première intention, ils disent qu'est-ce que j'ai raté moi pour que l'adolescent se scarifie? Et du coup, qu'est-ce qui fait que je suis un mauvais soignant, que j'ai pas réussi à faire en sorte de se scarifier? Et du coup, de passer de ce questionnement-là, et pareil pour les parents, est-ce que je suis un bon soignant? Est-ce que je suis un bon parent? Pourquoi? Comment je peux devenir meilleur? Etc. À qu'est-ce que c'est un bon soignant et qu'est-ce que c'est un bon parent? Et du coup, c'est quoi être parent d'un adolescent qui se scarifie, et ça veut dire quoi dans la relation qu'on a avec lui. Et du coup, pour moi, une des réponses de base, c'est de dire, ça ne veut pas seulement dire l'empêcher de se scarifier par tous les moyens. C'est autre chose, et du coup, ça doit être discuté, réfléchi. Et du coup, un des conseils que j'aurais à donner aux parents ou aux soignants, c'est de dire, en fait, c'est difficile de travailler avec des gens qui se scarifient, et c'est important de pouvoir en parler avec d'autres personnes, et potentiellement d'avoir des seul. Voilà. Et d'insister, enfin, sur l'importance du ressenti, aussi bien des soignants que des parents qui sont confrontés à ça, et de prendre et qu'eux-mêmes pensent à prendre soin d'eux. Oui, exactement. Et parce que si on ne le fait pas, eux ne pourront pas prendre soin des adolescents. Voilà. Quand je dis c'est des soignantes et des soignants. Voilà. Et que souvent, le fait qu'un adolescent se sente mieux, alors, ça peut passer par il est bien pris en charge, ou il voit que quelqu'un fait attention à lui et tout ça, mais il y a certains moments où moi, ce que j'ai pu voir, c'est que ça passe par il est face à des adultes qui acceptent de rester présents à ses côtés, tout en acceptant de ne pas avoir tout contrôle sur lui. Et du coup, il se dit, en fait, c'est possible de ne pas tout maîtriser et de le supporter. Et ça, c'est aussi un apprentissage à l'adolescence qui n'est pas toujours évident. Non, même après. Même après. Voilà, toujours. Mais du coup, d'avoir un modèle d'adultes qui sont confrontés à un insupportable, justement, et qui, plutôt que de se dire je vais en triompher et je vais arrêter les scarifications, se disent je vais faire ce que je peux. Mais je suis là avec toi. Je suis là avec toi, je ne me défilerai pas. Voilà, j'irai nulle part. Je ne partirai pas, je ferai ce que je peux et j'accepterai que peut-être que j'arriverai pas exactement à ce que je voudrais, mais ça ne cassera pas la relation qu'on a. Adrien Cascarino, psychologue clinicien, enseignant aussi à l'ESSEC, au Forward College. Un minimum du Forward College, pas très connu. Ouais, le Forward College, du coup, c'est un organisme qui donne des cours, qui est en partenariat avec l'Université de Londres. Donc moi, je donne des cours de psychologie. Ouais. Et du coup, les étudiants suivent des cours à distance et ils ont des cours en présentiel. Et donc, c'est 1 an à Lisbonne, 1 an à Paris, 1 an à Berlin. C'est une formation assez récente, assez européenne, très internationale. Qui a été fondée il y a 3 ans à peu près. C'est ça. Voilà. Scarification, l'adolescent, les parents et les soignants face à l'insupportable. Une préface d'Isée Bernato, la collection La vie devant eux, c'est aux éditions RS et c'est signé Adrien Cascarino. Adrien, vous restez avec nous si vous le voulez bien. C'est jour de coaching familial, pour ne pas trop loin de vos sujets. Oui. Les petits et les gros mensonges des enfants. Candice. Candice, bonjour. Bonjour. On a vraiment besoin de vous. Les petits et les gros mensonges des enfants. Candice, c'est le conseil de famille chaque semaine. Pourquoi ils mentent les enfants? Comment réagir en tant que parent? Comment les inciter à dire la vérité? Votre ado prétend que son contrôle s'est très très bien passé alors que vous découvrez évidemment qu'il a eu 6 sur 20. Votre bout de chou de 4 ans vous assure que c'est le chien qui a étalé la pâte à modeler sur le tapis tout neuf. Et votre enfant raconte à ses copains que son père fait partie de la mafia albanaise. Tout ça est finalement assez normal. Allez, qui n'a jamais menti pour arranger la vérité, pour plaire ou pour échapper à une punition? Oh, menteur. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours évident de déceler si notre enfant nous raconte des bobards. Et chez les ados, honnêtement, ça se complique franchement. Il y a quand même des signes un petit peu courants pour repérer qu'un enfant ment. Oui, alors par exemple, si votre enfant Détective est fuyant, Candice, Sherlock vous allez Candice, voir, je vais quand même vous déconseiller d'être quand même Colombo après. Bon. Si votre enfant est fuyant, qu'il détourne le regard et ne vous regarde pas dans les yeux... Je fais l'enfant. Ouais, s'il se touche le visage, se mordit les lèvres ou se lèche les lèvres... S'il se gratte le corps sur tous les bras, la tête, ça, je vais pas le faire. Et bouge les mains comme ça constamment, s'il a du mal à rester en place, se déplace et bouge sans arrêt, si le ton de sa voix est beaucoup plus aigu d'un coup, alors moi ça c'est le signe. Moi, ah ouais? Oui, moi c'est le signe. Savoir. Quand je dis quelque chose, mon fils me regarde et fait quoi? Et là, je sais clairement qu'il est en train de mentir. D'accord. S'il répète la question posée pour gagner du temps, pour avoir vraiment le temps de réfléchir à sa réponse, ou alors qu'il l'esquive carrément ou répond complètement à côté. Ça, c'est des signes. Tout ça, c'est vraiment des signes. Alors, ça peut être plusieurs signes ou un seul signe. On les a mentionnés rapidement, mais quelles sont les raisons qui poussent les enfants à mentir? Alors, déjà, rassurez-vous, bien que cela inquiète souvent les parents, mentir, déformer la réalité ou l'amplifier, ça fait vraiment partie d'une phase tout à fait normale dans le développement de l'enfant en bas âge. Donc,
En revanche, à partir de 5 à 6 ans, si c'est tout le temps et à tout le monde, oui, bon là, ça devient quand même problématique et il est quand même conseillé d'aller consulter un professionnel. Mais avant 7 ans, il faut savoir qu'un enfant ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction. Il est encore plongé dans son monde imaginaire, ce qui fait que pour lui, c'est pas vraiment en partie, un enfant, en tout cas, oui, c'est ça, il est entre deux. Exactement. Alors, quand un enfant ment, il faut savoir qu'il y a toujours une bonne raison derrière. Évidemment, c'est à vous de découvrir laquelle. En général, c'est un besoin qui est non comblé. Donc, s'il manque, par exemple, d'estime de soi, il peut mentir pour embellir la réalité ou chercher l'attention de ses copains ou de ses parents. Il peut aussi avoir besoin de se rassurer, de se mettre en valeur, pour se faire accepter dans un groupe. Parfois, un enfant ment aussi parce qu'il a peur de se faire punir, ou pour qu'on le laisse tranquille. C'est le cas, par exemple, d'un enfant qui va dire qu'il a fait ses devoirs alors qu'il ne les a évidemment pas fait, mais juste il veut avoir la paix. Ou encore le cas d'un enfant qui trafique ses notes par peur de représailles. Donc, comment on peut développer une relation basée sur la confiance avec son enfant? Parce que typiquement, le devoir pas fait, ça peut aussi ne pas valoir de représailles et on peut éviter qu'il mente trop fréquemment. Tout à fait. Donc il faut déjà répondre à ses besoins pour qu'il se sente en sécurité et en confiance avec nous. Donc observer ses besoins non comblés, qui se cachent derrière ce mensonge et faire en sorte d'y répondre. Évidemment, c'est pas toujours facile et ce sera l'objet d'une chronique d'ailleurs de répondre aux besoins des enfants parce qu'on a souvent du mal à les diagnostiquer. Communiquer évidemment le plus possible, c'est le moyen pour votre enfant de comprendre qu'il peut compter sur vous, quoi qu'il arrive. Donc parlez-lui de ce que vous ressentez, établissez une communication sans non-dit, ouverte, où votre enfant peut se sentir vraiment libre de s'exprimer sans se sentir jugé. Je pense que mon enfant a menti. Qu'est-ce que je fais? Je le cloue contre le mur en lui disant arrête de me mentir, ou il y a des trucs un peu plus subtils? Alors franchement, je vous déconseille vraiment l'approche Colombo qui consisterait à piéger votre enfant. Ça marche pas beaucoup. En revanche, vous pouvez faire semblant de croire à son histoire en montrant que vous lui faites confiance, certes, mais que son histoire est quand même un peu bizarre. Par exemple, vous pouvez dire je te crois, mais cela paraît quand même extrêmement bizarre que le paquet de bonbons ait disparu tout seul du placard. Pourtant. Et plus vous montrerez à votre enfant que vous avez confiance en lui en ne mettant pas justement sa parole en doute, et plus il va y avoir un cercle vertueux et il va chercher à être à la hauteur en vous disant la vérité pour justement effectivement ne pas vous décevoir. Alors ça, vous connaissez tous toutes les petites histoires pour les plus jeunes, Pinocchio, Pierre et le loup. C'est vrai que c'est important d'utiliser tout ça. Et si on veut interroger son enfant, on peut le faire de façon indirecte, sans pression, pour l'encourager à dire la vérité avec un ton neutre et sans être accusateur. Donc moi, je vous conseille la phrase « Est-ce que tu n'oses pas me dire la vérité parce que tu as peur, en fait, de te faire disputer ?» Ah oui, tout à fait. Et je pense que et typiquement, je reviens sur un peu la question aussi des scarifications des enfants qui mentent ou qui ne veulent pas dire qu'ils se sont scarifiés. Souvent, c'est l'idée que les parents ne seront pas capables d'entendre ça ou de supporter ça. C'est la peur d'inquiéter. C'est la peur d'inquiéter, c'est la peur de la réaction. Et du coup, ils arrivent à le faire s'ils ont l'impression que les parents sont en capacité de faire ça. Oui, et puis solides, et qui vont pouvoir les accompagner. Quoi. Moi, j'ai tout compris. Donc, les enfants, vous arrêtez de protéger les parents quand vous avez piqué le bonbon. Vous dites j'ai piqué le bonbon, il était bon ou pas bon, j'en sais rien. Enfin, faites des commentaires et vous aurez des meilleurs bons. Il faut avouer, à moitié pardonner. Qui plus est. Candice, merci beaucoup. C'était tout à fait passionnant. Serge, je crois que c'était vous en détecter les mensonges. Parce que vous parliez très haut, mais en fait, c'est votre fils. Ouais. Et vous, c'est quoi? Je vous le dirai pas, sinon vous verrez pas la prochaine fois où je mens. Ok, super. Adrien Cascarino, merci beaucoup. Merci à vous. Scarification, l'adolescence. Vous venez de la sorcière bien aimée. Ouais. Ah oui, mais elle le fait sans... Oui, il faut voir travailler ça. Aussi. Allez, prochaine chronique. Merci beaucoup, Candice. Merci à toutes et à tous. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission Maquillage Le Rodemont. Marine Plantec et Dylan Colère à la préparation de l'émission. Dylan qui est en régie aujourd'hui avec au son Alexis Oustabassidis et Alice Pitavi à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.